bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 25 octobre. « 500 boulangeries sur les 30 000 de l'Hexagone ont fermé volontairement leurs portes ce mardi. C'était une journée de deuil pour contester les prix de l'énergie. Si certains n'ont pas suivi le mouvement, ils ont tout de même partagé la crainte de ne pas survivre à la crise. Même préoccupation pour le géant agricole Claas, installé à Voipy. Entre difficultés d'approvisionnement et hausse des factures, cette entreprise spécialisée dans la conception de ramasseuses presse a tout de même su s'adapter. Et après un an d'entraînement et de préparatifs, l'équipe des Mirabelles au désert va enfin participer au Rose Trip Maroc, un trek 100% féminin et solidaire qui débute ce jeudi 27 octobre. Pour le moment, nos participantes ont récolté 3 000 € qu'elles verseront à l'association Les Blouses Roses. Le ciel de mercredi sera nuageux le matin avec des températures autour de 10 et 11 degrés. Il devrait y avoir un beau et franc soleil l'après-midi avec au plus haut 21 degrés. Il s'agit d'un beurre pas comme les autres, fabriqué à base de légumes à 80%, une alternative au beurre classique sans matière grasse. D'une idée issue d'un projet étudiant, ce faux beurre pourrait être commercialisé d'ici 2024. Lise Aubry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieure en industrie alimentaire et vous nous détaillerez ce projet. Mais avant, place à l'actualité. Journée de deuil aujourd'hui pour la boulangerie artisanale. Plus de 500 participants sur 30 000 boulangers ont baissé leur rideau ce mardi pour protester notamment contre la hausse des prix de l'énergie. De quoi mettre en lumière toutes les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois par la profession. Reportage. Une journée noire, une action pour se faire entendre et dénoncer les prix de l'énergie qui s'envolent. Il est temps de leur lancer un électrochoc et que la population gronde avec nous contre ceux qui nous imposent toute cette mascarade. Le mouvement lancé début octobre sur les réseaux sociaux, ils sont finalement peu nombreux à avoir fermé leurs portes. Dans cette boulangerie, Pierre a la chance d'être protégé par son contrat jusqu'à la fin de l'année. Moi j'appréhende aussi ces augmentations-là, puisque je veux dire, on est tous dans le même bateau. Donc, et on ne sait pas comment s'en sortir en fait. À terme, ces charges pourraient doubler, voire tripler, et impossible de se passer de ces outils de travail, autant énergivores soient-ils. Machines façonneuses, pétrins, toutes ces machines-là, quand tout est en route, c'est ce qui consomme. Mais ce qui consomme vraiment énormément, c'est les fours. Au-delà de la facture d'électricité et de gaz, l'autre gros problème du secteur est l'augmentation des coûts des matières premières. Pierre a constaté un bond de 15% depuis cet été. Et dans cette autre boulangerie, même cheval de bataille. Entre 30 et 50% d'augmentation suivant les produits. Donc je parle par exemple du beurre, de la crème, tout ce qui est produits laitiers que nous utilisons énormément. Les farines, avec les farines, nous avons subi plusieurs augmentations depuis 2 ans, tous les 6 mois, différentes augmentations. Et maintenant, nous nous heurtons à la crise de l'énergie. À accumuler, ces différentes hausses deviennent intenables. Aujourd'hui, la plupart des boulangeries sont soumises à la même problématique. Augmenter les prix au risque de perdre des clients ou ne rien faire et perdre de l'argent. Les résultats viennent de tomber. Raphaël Michaud, étudiant en BTS au lycée hôtelier Raymond Mondon de Metz, remporte la médaille d'or du concours Meilleur apprenti de France dans la catégorie Art de la table et du service. Vous l'aviez rencontré il y a peu sur notre antenne à travers un petit reportage. Vous avez d'ailleurs quelques images justement. Félicitations à lui et à ses 2 professeurs qui l'ont entraîné, conseillé et accompagné jusqu'au bout. Dans le Grand Est, la Moselle est le 2e département après le Haut-Rhin à recenser le plus important nombre de décès suite à la crise Covid, un chiffre qui serait directement lié à la pauvreté. C'est en tout cas le constat évoqué la semaine dernière par de nombreux professionnels du monde social. Ils se sont réunis à Metz Expo pour un colloque sur les défis de la pauvreté. Regardez. Ils étaient 350 travailleurs sociaux à se réunir autour d'un seul thème, le travail social face aux nouveaux défis de la pauvreté. Il faut savoir qu'aujourd'hui le travail social est en crise. L'évolution de la société est inquiétante
Et le nouveau défi, c'est de permettre aux travailleurs sociaux de s'adapter à cette évolution de la société et de trouver des solutions. Parce qu'on sait que depuis la crise sanitaire, la pauvreté a connu une forte évolution. On a des personnes nouvellement entrées dans la pauvreté. Selon une étude sur la prévention et la lutte contre la pauvreté, il a été montré que les territoires mosellans où le taux de pauvreté est le plus élevé, à savoir les anciens bassins sidérurgiques et le territoire de Metz-Orne, ont davantage été impactés par l'épidémie, car ils cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité sociaux, comme le taux de chômage, les logements suroccupés ou encore les ménages vivant dans les quartiers de la politique de la ville. Pour ce sociologue, la pauvreté présente aujourd'hui était déjà là avant la crise sanitaire. Elle s'est accentuée, entraînant des difficultés pour les travailleurs sociaux. C'est un manque de moyens surtout, c'est un manque de prise sur les services publics, sur les droits sociaux, sur leurs partenaires, sur l'emploi, avec des conditions de travail difficiles. Par exemple, la dématérialisation des services publics, le fait d'avoir des guichets qui sont d'abord électroniques, est-ce que ce n'est pas un nouveau défi ? La finalité de ce colloque, trouver des solutions et créer du lien entre les différentes structures sociales pour faciliter l'adaptation de ces nouveaux défis. Comment les entreprises s'en sortent face à la crise de l'énergie et des matières premières ? Eh bien, on y répond dans la chronique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Et pour y répondre, direction le géant agricole Claas, spécialisé dans la fabrication de ramasseuses presses. Le premier site implanté en France est situé à Voipy. Et en ces temps de crise énergétique, comment se porte cette entreprise ? Quelles solutions a-t-elle trouvé pour continuer à produire ses engins agricoles ? Réponse dans ce reportage. De la soudure à l'assemblage, en passant par la peinture, ici, l'organisation est ficelée au millimètre. Une fois la matière première coupée et pliée, elle passe entre les mains des hommes de Lionel. Donc sur cette installation par exemple, nous avons des pièces qui sont préparées par l'opérateur. Donc c'est un soudeur qualifié qui va faire de l'assemblage de pièces, qui va également piloter le robot et qui va ensuite contrôler la qualité et faire la finition des pièces. Pièces qui sont ensuite bichonnées et séchées pendant près de 5h30 dans l'atelier peinture. Donc les pièces brutes sont livrées en séquencement et accrochées directement sur notre convoyeur à avance automatisé. Enfin, arrive le moment d'assembler. Cette ligne de production sort 3 ramasseuses presses chaque jour. D'une machine à l'autre, l'une derrière l'autre, ce ne sont jamais exactement les mêmes. Ça peut être la même gamme de machines, mais il y aura toujours des optionnalités qui seront différentes entre les machines. C'est une complexité en termes d'organisation, mais ça nous permet d'être réactifs face à la demande de nos clients en termes de gamme machine. On est capable de produire toutes les gammes à tout instant de la saison. À l'année, l'usine peut produire jusqu'à 3000 de ces engins. Une allure bien difficile à tenir, en raison des difficultés d'approvisionnement en matières premières. On a changé les cadences, on a changé le programme de production selon les types de machines. Et là aussi, les équipes ont été très réactives. On a vraiment fait du rattrapage tous les samedis, de janvier à juillet. On a travaillé pratiquement tous les jours fériés pour arriver à ce que les produits soient dans les champs au moment où la saison commençait. Autre problème, la hausse des prix de l'énergie. Mais là encore, l'entreprise a eu le nez fin, même si elle n'évitera pas une augmentation. L'année dernière, nos coûts en fait, pour pouvoir produire nos machines énergétiques s'élèvent à peu près à 1 million d'euros. Malheureusement, sur cette année, en termes de budget, nous avons estimé que ça va nous coûter 3 à 4 fois plus afin de réduire en fait, nos consommations. Donc, nous avons dès juillet 2022 mis en place un plan de réduction afin de réduire en fait, nos coûts énergétiques de 20%, notamment au niveau du gaz. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà mis en place. Et en juillet 2021, nous avons saisi l'opportunité avec un prestataire donc, qui est Dalkia de mettre en place un contrat de performance énergétique afin de réduire de 10% en fait, nos consommations de gaz et de 3% d'électricité. À tout problème, des solutions donc. Claas brave les tempêtes avec brio. L'agriculture se doit de continuer à tourner. Il en va de notre alimentation. Du sport maintenant, la gardienne de Metz Handball, Camille Depuisé, va faire ses premiers pas en équipe de France et disputer l'Euro 2022. Elle a été appelée par Olivier Krumbols pour pallier la blessure de l'ancienne Messine Laura Glauser, victime d'une fracture de fatigue d'une vertèbre. Pour rappel, Camille Depuisé était devenue championne d'Europe junior en 2017 avec les Bleuettes.
Rien ne va plus pour le FC Metz après sa 6e défaite de la saison en 13 journées de championnat. Les Messins ont été battus hier en Normandie face au Havre 2-0. Une prestation insuffisante pour les Grenats qui glissent dangereusement à la 12e place du classement de Ligue 2. Retour sur cette déconvenue avec Arnaud Demerlet. Décevant, impuissant, sans caractère. Le FC Metz a touché le fond dans le jeu et a pêché dans l'état d'esprit. 0 tir cadré. Et cette impression persistante que les Grenats auraient pu jouer toute la nuit Bologna, en plein doute. Je crois que la détermination de nos adversaires, c'était plus important. Malgré tous les efforts, disons, techniques, il faut être capable d'amener le contenu athlétique aussi, et puis encore un petit peu plus d'agressivité mentale. En première mi-temps, voilà, sinon on ne concède pas grand-chose en termes d'occasion. Le deuxième but en deuxième mi-temps, c'est une erreur de notre part, perte de balle. Et puis on n'arrive pas à faire la différence devant pour espérer plus dans ce match, égaliser en première mi-temps et après, pourquoi pas réduire le score aussi en deuxième pour espérer sur cette fin de match. Le FC Metz est dans le dur, avec simplement 5 points pris sur 21 possibles en cette rencontre. Le rythme d'un relégable. Les Grenats n'ont d'ailleurs plus que 3 petits points d'avance sur la zone rouge, alors que la montée en Ligue 1 semble aujourd'hui bien utopique, avec 12 unités de retard sur le leader bordelais et 11 sur son dauphin, Havrais. En football, tout est possible. C'est ça ce qu'il a dit Mario Jardel, donc alors je répète la même chose. Stop ou encore pour l'Aslo Bologna. Le bilan du technicien est clairement insuffisant, avec 1,15 points pris par match depuis le début de la saison. Est-il sur la sellette ? Pas encore. Mais il serait inspiré de franchir l'écueil rallonge l'étape en Coupe de France ce samedi. Sinon, le couperet pourrait rapidement tomber. D'ici 2 jours, elles seront en plein désert marocain. Sophie, Nadège et Julie participent pour la toute première fois au Rose Trip Maroc. Outre le défi personnel qu'elles se sont lancées, l'objectif de ce trek est de récolter des fonds pour diverses associations telles que Ruban Rose, qui soutient le dépistage du cancer du sein. Entre autres, depuis plusieurs mois, nos marcheuses s'entraînent et sont sur les derniers préparatifs pour le jour J. Nous les avons rencontrées à quelques jours de leur départ. Ce n'est pas encore le désert marocain, mais nos 3 sportives se mettent déjà en condition avant leur départ pour une course d'orientation. Depuis 1 an, elles s'entraînent. L'objectif du jour, randonnée sur une dizaine de kilomètres à travers les gouttes mosellanes. J'avais jamais été à fond dans le sport et là c'est vrai que depuis 1 an je me suis vraiment bien remis, même beaucoup remis. Ça fait du bien, voilà, de reprendre un peu le temps de prendre soin de soi et de prendre l'air. Voilà. Petite partie un peu embêtante, ça va être un peu gadou je pense. Ça va... Et après on a une bonne petite montée pour se faire les mollets. Nadège, Sophie et Julie forment désormais l'équipe des Mirabelles au désert. Ensemble, elles participeront du 27 octobre au 1er novembre au Rose Trip Maroc, un trek aventure 100% féminin et solidaire. On a la chance de faire une épreuve qui n'est pas chronométrée. Seule la distance que l'on va parcourir va être importante. Donc on a tout le loisir de profiter aussi des paysages qu'on va rencontrer. Partir 6 jours toute seule dans un endroit inconnu, en étant un peu coupée du monde, pour faire un défi sportif et caritatif, c'est un super projet, quoi. Donc rien que ça, ça suffit à nous motiver, quoi. Voilà. Parce que l'expérience est chouette, unique. Puis s'il y en a une qui a un coup de mou à un moment, et ben, l'autre prend le relais et voilà, on sera capable de ça, je pense. On est prête. Bien équipée, bien entraînée, mais il reste encore beaucoup à faire. Le but, c'est de voir le parcours le moins fatigant. Pour nous, est-ce qu'on fait la difficulté au début avec les dénivelés? Est-ce qu'on le fait à la fin? Il s'agit d'une course d'orientation allant jusqu'à 25 km de distance selon les catégories. Lecture de cartes, choix du matériel pour s'orienter et confection des valises, direction l'inconnu pour la première fois. Donc le but au départ, c'était vraiment de faire un truc un peu fou, un peu original dans sa vie, surtout quand on arrive à un âge de la quarantaine. Est-ce qu'on va réellement y arriver? Le changement de terrain entre le sable, les rochers, mais je pense que tout se passera bien. Un grand défi personnel et solidaire, car l'événement soutient financièrement des associations, les Enfants du désert, Ruban Rose qui œuvre pour le dépistage du cancer du sein et les Blues Roses. Tout ça grâce à des donateurs et des sponsors.
En attendant de pouvoir offrir un beau chèque, nos 3 Mirabelles comptent les jours avant le départ et ont hâte de se lancer dans l'un des plus gros défis de leur vie. Et le voyage de nos Mirabelles au désert a également été financé par ces mêmes dons et sponsors. Direction le Maroc, donc pour elles, dès ce jeudi 27 octobre, pour plusieurs jours de périple. Au départ, c'était seulement un projet étudiant démarré il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un produit qui pourrait être commercialisé d'ici 2024, un faux beurre composé à 80% de légumes. On en parle avec notre invité du jour. Lise Aubry, je rappelle que vous êtes ingénieure en industrie alimentaire. Peut-on recontextualiser un peu l'origine de ce produit qu'on va peut-être apercevoir de temps en temps sur les images, un beurre à base de légumes? C'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, de base, c'était un projet étudiant. Donc, on avait 6 mois en groupe de 10 étudiants de différentes écoles pour mettre au point un produit innovant alimentaire. Et donc, l'idée est venue de la tendance des blogs des gâteaux chocolat courgette. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un produit prêt à l'emploi. Donc d'abord à base de courgettes, mais finalement vous avez opté pour différentes méthodes. Oui, la couleur verte de la courgette était pas très appétissante dans les gâteaux, donc c'est pour ça qu'après on s'est tourné vers un légume un peu plus orangé, comme les cucurbitacées. Alors quel était l'objectif finalement de créer ce produit-là et est-ce que ça correspond à vos attentes ? Oui, alors l'objectif c'était vraiment de proposer une alternative plus saine mais tout aussi gourmande parce qu'aujourd'hui on consomme trop de matières grasses, bien qu'elles sont nécessaires dans notre régime alimentaire, on en consomme de trop et du coup c'était vraiment proposer une alternative plus saine. Voilà. Est-ce que ça surfe sur la tendance aussi de régime vegan ou pas du tout, ou c'était pas du tout votre approche au départ ? C'était pas l'approche au départ, mais du coup ça correspond aussi à cette cible qui recherche des alternatives plus saines et véganes. Alors c'était un marché à prendre selon vous ? Parce que vous êtes quand même passé d'un projet étudiant à quelque chose aujourd'hui qui va être plus concret. Oui, avec tous les retours qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à poursuivre au-delà de ce projet étudiant. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout pour que ce projet aille au bout. Alors concernant la texture, concernant le goût, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'on va être bluffé de ce produit-là ? Oui, j'ose espérer. Donc la texture a été travaillée pour qu'elle soit facilement tartinable sur un bout de pain par exemple et qu'elle s'incorpore aussi bien dans les préparations, donc là par exemple dans des financiers. Dans des financiers qu'on goûtera certainement après, mais pas maintenant. J'imagine donc vous avez fait énormément de tests, énormément de recettes de cuisine. Comment ça s'est passé ces différentes étapes ? Oui, alors on était 3 ingénieurs dans ce projet étudiant sur ce projet-là et on a fait de nombreux tests à l'ENSAIA dans la cuisine de l'école, donc pour mettre au point ce fameux produit. Donc on a fait plus d'une 50aine de tests, je pense. Et donc ça s'incorpore dans les recettes comme un beurre classique, j'entends par là. Est-ce qu'il faut rajouter plus de produits que nécessaire ? Non, le produit a vraiment été développé pour qu'il soit simple d'utilisation, pas besoin de faire de calcul, on remplace en temps pour temps la matière grasse de la recette par le produit. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être détailler les prochaines étapes ? Industrialisation du beurre, commercialisation, j'imagine que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça va être quoi le calendrier futur ? Oui, tout à fait. L'aventure est encore longue, mais les prochaines étapes, c'est tout d'abord un essai pilote, donc pour vraiment valider ce passage de l'échelle laboratoire à une échelle un peu plus industrielle. Et puis ensuite, trouver un partenaire industriel pour réaliser les premières productions, pour ensuite engendrer les premières commercialisations. Donc on pourrait imaginer l'avoir bientôt dans nos rayons d'ici 1 ou 2 ans ? Oui, j'espère d'ici l'année prochaine, si possible. Est-ce qu'il y a des contraintes en particulier qu'il faut garder en tête pour une ligne de production ? Est-ce que toutes les entreprises peuvent commercialiser ce type de produit ? Non, parce que c'est un produit qui a été voulu sans allergène, donc on ne peut pas le réaliser dans toutes les entreprises. C'est vraiment l'un des points peut-être limitants à la production du produit. Vous avez également gagné des prix grâce à ce produit-là, qui au départ s'appelle Butternut. Peut-être qu'on parlera aussi des prochains noms que vous pourrez lui donner. Vous avez donc gagné des distinctions. Est-ce que ça aussi, ça montre une plus-value ? Est-ce que ça vous ouvre des portes ? Oui, tout à fait. Ça montre un réel intérêt pour le produit, le projet et la création d'entreprise. Et du coup, ça donne un réel plus quand il faut aller démarcher des personnes. Donc ça donne un petit gain supérieur au projet.
Est-ce que vous avez des retours supplémentaires, hormis ces distinctions-là, de ce produit ? Non, mais des premiers retours clients de tests marché qui fonctionnent relativement bien. Alors concrètement, c'est un beurre composé à 80% de légumes, on l'a dit. Vous ne pouvez pas forcément nous donner la recette, on imagine. Est-ce que vous déposez un brevet pour ce type de choses ? Alors malheureusement non, en agroalimentaire, on ne peut pas breveter une recette, mais c'est plus du secret de fabrication et du savoir-faire industriel. Alors ça sera, on l'a dit, peut-être dans les magasins en rayon et peut-être dans les gâteaux. On va goûter ça dans quelques instants. Vous nous avez ramené, je le rappelle, des financiers que vous avez cuisinés donc à base de ce produit. Parfait pour terminer l'émission avec gourmandise. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez encore avec nous puisqu'avant de déguster, eh bien, nous avons notre dernière image du jour qui nous fait lever les yeux vers le ciel pour découvrir l'éclipse partielle du soleil. La lune est venu cacher un morceau du soleil dans l'hémisphère nord. Le début du phénomène s'est produit vers 11h15 et a duré environ 2 heures. Et c'est au-dessus de Strasbourg que l'éclipse était la plus visible. C'est la 16e fois que ce phénomène se produit au cours du 21e siècle et la 2e fois en 2022. Dans le nord-est de la France, la lune a occulté jusqu'à 30% du diamètre solaire, trop peu pour qu'une baisse de luminosité soit visible. L'événement était également diffusé sur YouTube. C'était d'ailleurs plus sain pour vos yeux si vous n'aviez pas les lunettes adaptées. Et en raison de nombreux nuages, malheureusement, il a été difficile d'observer cette éclipse dans le ciel mosellan, mais peut-être que vous faites partie des chanceux qui ont pu l'admirer. C'est tout pour l'actualité du jour. Découvrez un tout nouveau numéro de Graolimac dans quelques instants. L'équipe revient notamment sur la dernière défaite des Grenats face au Havre. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.